Des disparités marquées subsistent entre les hommes et les femmes en matière d'épargne et de revenus lors du passage à la retraite. Mais le manque à gagner ne s'explique pas entièrement par les différences de revenus générés durant les années actives. Le travail à temps partiel, les congés de maternité, les dépenses domestiques, le rôle d'aidant naturel, de nombreux facteurs influencent les choix des femmes et affectent leurs finances à long terme. Les professionnels en services financiers peuvent aider à aplanir les disparités et à gérer les risques liés aux revenus à la retraite. Mais il faut du tact pour aborder cette question sensible, surtout avec les couples. Avec moi pour en parler, Hélène Bello, sociologue et professeure titulaire au Centre Urbanisation, Culture et Société de l'INRS. Je vous dirais, l'épargne à plus long terme, là, c'est un des impensés de la vie conjugale. On n'y pense même pas. Ils réfléchissent pas du tout à les placements à plus long terme, tout ce qui s'investit, même si c'est des petits montants aujourd'hui, qui vont devenir des grands montants quand les gens vont prendre leur retraite. Ainsi que Joanne Leblanc, conseillère budgétaire chez Options Consommateurs. Alors, si je constate que madame dépense 80 de son revenu aux dépenses familiales, puis qu'il y a très, très peu d'espace, très, très peu de marge de manœuvre pour elle et pour ses besoins futurs, et que ce n'est pas le cas de monsieur, je vais aborder la question avec franchise. Mon rôle à moi, c'est de semer des petites graines, mettre la lumière sur ces zones d'ombre-là. Bienvenue à cet épisode d'Un bon conseil, le balado pour les membres de la Chambre de la sécurité financière. Madame Bello, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. On parle des inégalités de revenus à la retraite entre les hommes et les femmes. En quoi ce sujet est lié à vos recherches? En fait, je me suis intéressée à la gestion de l'argent dans les couples depuis plusieurs années et je me suis aperçue d'abord que l'argent était tabou dans les couples. Alors, pas tant les dépenses quotidiennes qui font en sorte qu'on décide où on va discuter, par exemple, du prix de l'épicerie, d'Hydro-Québec, ce genre de choses. Mais les gens, en fait, ce qui est le plus tabou, c'est l'organisation financière. Et en réalisant justement que les gens parlent très peu de l'organisation financière, alors s'ils gèrent ensemble ou s'ils font un partage des dépenses, par exemple. Et je me suis aussi rendu compte que tout ce qui était d'épargne à long terme, en posant quelques questions, que les gens, en fait, même s'ils disaient qu'ils géraient l'argent ensemble, souvent, ils le géraient complètement séparément, l'épargne à plus long terme. Et donc, ça a des conséquences énormes sur la question des inégalités. Puis on s'aperçoit qu'au Québec, les femmes ont à peu près 30 et 40 de moins de revenus de retraite que les hommes. C'est énorme. C'est énorme comme différence, oui. Est-ce que les revenus gagnés pendant la vie active expliquent aussi une part de cet écart? Oui, certainement, parce que les femmes gagnent moins que les hommes. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que, en fait, souvent, ce qu'on entend, c'est que les femmes, maintenant, sont aussi scolarisées que les hommes, voire plus. Mm-hmm. Ce qu'on voit aussi, ce qu'on entend beaucoup, c'est qu'il y a un meilleur partage des tâches, contrairement à autrefois, et que même, on va entendre parfois que 30 des femmes gagnent plus que leur conjoint. Mais toutes ces données-là doivent être replacées un petit peu dans le contexte parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que même si elles sont très scolarisées, ça ne veut pas dire que leur revenu est plus important. Et quand on regarde, par exemple, aussi les femmes qui gagnent plus que leur conjoint, une toute petite part, en fait, c'est 3 à 4 qui gagnent plus de 60 000 par année. Ce sont des petits revenus, donc c'est pas ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, des avocates ou des architectes qui ont bien réussi des carrières. Alors, ça demeure, en fait, un petit pourcentage. Est-ce que les femmes prennent leur retraite plus tôt que les hommes? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait expliquer l'écart aussi? En fait, autrefois, c'était ça, mais plus maintenant. Alors, l'écart, il y a un petit écart qui demeure. Les femmes vont prendre leur retraite peut-être quelques mois avant le conjoint, mais l'écart est pas suffisant pour expliquer justement cette différence. Ce qu'on voit par contre, c'est que les hommes vont être à la retraite moins longtemps. Donc 17 ans, contre 23 ans pour les femmes. Parce qu'ils décèdent plus rapidement. C'est ça. Ouais. Les femmes ont une plus grande espérance de vie. Tout à fait. Il y a l'Union libre aussi, qui est très populaire au Québec. Et vos recherches démontrent que cet état de fait expose les femmes à un risque de précarité financière. Hein? Oui, alors le Québec est le leader mondial de l'Union libre. Mm-hmm. Alors beaucoup plus. Alors on est rendu autour de 40 des couples qui, puis même peut-être 50 maintenant, qui sont en Union libre, donc qui ne sont pas mariés.
Et si on compare avec le reste du Canada, c'est plutôt 15-20 %. Puis dans la plupart des pays, c'est plutôt de cet ordre-là. Le Québec est vraiment assez unique là-dedans. Pourquoi, vous pensez? Qu'est-ce qu'on n'aime pas dans le mariage? En fait, c'est directement lié à la langue et à la religion. C'est vraiment les Canadiens français d'origine catholique qui ont tourné le dos à l'Église. Mm-hmm. L'autre chose qui est intéressante de voir, c'est que le Québec est la seule province canadienne qui n'a pas de cadre juridique pour les couples en union libre. Toutes les autres provinces ont conclu que l'interdépendance que crée la vie familiale a un coût et que ce coût ne devrait pas être assumé par les femmes seulement. Mm-hmm. Alors qu'ici, on a plutôt tendance à penser qu'on est tellement égaux que c'est plus un problème. Alors, on a fait des enquêtes là-dessus, puis on s'est aperçu qu'il y a 50 % des couples en union libre qui sont convaincus que c'est la même chose d'être mariés ou en union libre. Qui sont convaincus, en fait, qu'il va y avoir un partage des biens, qu'il va y avoir un partage des placements, entre autres, ou un partage de la maison, ce qui est faux. Alors, c'est chacun, en fait, repart avec ce qu'il a payé. Et malheureusement, quand on regarde la gestion quotidienne entre les conjoints, on s'aperçoit que souvent les femmes vont payer pour les vêtements des enfants, la nourriture, tout ce qui passe en fait. Pour faire une caricature un peu, les femmes vont repartir avec leur sac d'épicerie vide, alors que les conjoints vont pouvoir garder la maison, la voiture, etc. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut vraiment qu'il y ait un changement de loi qui se fasse au Québec. Est-ce que les conseillers peuvent faire quelque chose pour réduire ces inégalités-là? Je pense que la première chose, c'est de prendre le temps de bien expliquer c'est quoi la différence entre être marié et en union libre et les conséquences d'une séparation. D'être très clair là-dessus, éventuellement de donner des papiers parce que les gens, quand ils reviennent chez eux ou quand ils en parlent à leurs proches, se font dire, voyons donc, tu sais bien que c'est pareil. Mm-hmm. À cause des lois sociales, à cause d'un... Alors, je pense que ça, c'est vraiment la première chose. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de conjoints qui se présentent en couple devant un conseiller en services financiers. Et spontanément, on peut avoir l'impression que ces deux-là gèrent ensemble. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils pourraient se présenter ensemble. D'une part, parce que c'est très compliqué, les questions d'argent et tout ça, puis ils vont se dire, ensemble, on va peut-être mieux comprendre, on va pouvoir s'aider, poser plein de questions. Souvent, ce qui risque d'arriver, c'est que la conjointe, si c'est elle qui gagne moins, à un moment donné, va se désintéresser puisque les placements vont être faits au nom de monsieur. Donc, ce contexte-là fait en sorte que d'avoir une rencontre individuelle avec chacun des conjoints pourrait être une bonne piste de solution. Ça permettrait aussi aux conjoints de poser des questions qui sont très difficiles à poser devant le conjoint. Par exemple, qu'est-ce qui va m'arriver si on se sépare? Mm-hmm. Justement, de demander ça, de dire ça devant le conjoint. Le conjoint peut répondre, voyons donc, on ne se séparera pas. Oui. Ou as-tu l'intention de me quitter? Oui, tu es intéressé à mon argent. Alors, des fois, il y a vraiment des petites questions qui peuvent justement être posées dans un contexte individuel qui serait beaucoup plus délicate ensemble. Et peut-être aussi, quand les conjoints gèrent l'argent séparément, leur suggérer d'avoir 2 conseillers en services financiers. Parce que ça peut mettre un conseiller en services financiers dans une situation bien délicate. Alors, il y a des décisions qui se prennent à 2, puis le lendemain ou le surlendemain, il y en a un des 2 qui se repointe puis qui change les affaires. À ce moment-là, il y a un conflit d'intérêts, clairement, là. Et on peut se demander, est-ce qu'en servant ou en donnant des services seulement qu'à un des conjoints, on n'est pas en train de négliger l'autre qui s'est aussi pointé puis qui faisait aussi partie de la donne au départ. On a développé un outil qui s'appelle « Accompagner les couples dans la gestion de leurs finances » où on suggère en fait aux conseillers de poser toutes sortes de questions, pas juste sur les questions d'argent, mais sur le partage des tâches, sur le fait d'être marié ou pas, etc., pour être au fait, puis amener aussi les gens à y réfléchir, à y penser, les conjoints, là. Est-ce qu'ils veulent vraiment qu'il y ait une inégalité qui se crée entre les conjoints au fil des années? Très souvent, là, c'est pas ça du tout qui se passe. C'est vraiment de la méconnaissance. Puis simplement de l'expliquer ou d'en parler peut leur permettre aussi d'ouvrir cette discussion. Donc, je pense que ça aussi, ça pourrait être un conseil à donner. Est-ce qu'on sait quel effet un arrêt de travail, donc un arrêt d'épargne, peut avoir à long terme? On a fait un petit calcul en se disant, mettons que un couple les 2 conjoints arrivent à mettre 5 000 $ par année de côté. Madame prend un congé de maternité d'une année. Pendant ce temps-là, son revenu a diminué, puis elle décide justement de ne pas placer ce 5 000. Alors, si ce 5 000 $ avait été placé sur 35 ans, il serait devenu 38 000 $. Ça, c'est juste une année. Et là,
s'il y a un deuxième, s'il y en a un troisième, si elle réduit son temps de travail, puis donc son épargne, c'est des choses qui se cumulent à plus long terme puis qui font des très, très gros montants. Et je vous dirais, l'épargne à plus long terme, là, c'est un des impensés de la vie conjugale. On n'y pense même pas. Donc, ce serait important que le conseiller financier aborde ces questions-là? Tout à fait. Surtout quand il y a un jeune couple qui se présente à eux, de planifier cette question-là. Puis, il y a des solutions simples aussi. Alors, monsieur pourrait prendre des REER pour madame, par exemple. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est non seulement c'est l'argent qui n'est pas placé, mais c'est aussi les droits de cotisation qui diminuent pendant ce temps-là. Donc, il y a des solutions certainement. Puis, je pense que le conseiller est extrêmement bien placé pour suggérer des choses. Merci beaucoup. Bienvenue. Maintenant, place à la Capsule Express avec Geneviève Beauvais, chef de la qualité et de la conformité des pratiques professionnelles à la CSF. Vous avez un rôle d'information important à jouer, tant auprès de vos clients célibataires qu'en couple. Et si vous servez un couple, vous devez les considérer comme deux clients indépendants, mais interreliés. Vous devez donc évaluer les besoins spécifiques de chaque partenaire, tout en considérant leurs objectifs en tant que couple. Et vous devez vous assurer que les deux ont une bonne compréhension des informations que vous partagez. Que vos clients débutent une nouvelle relation ou soient en couple depuis longtemps, l'important est d'atteindre un équilibre dans l'intérêt des deux conjoints. La planification de rencontres individuelles peut permettre de développer une relation de confiance et d'aborder les sujets plus délicats. Et réitérer votre obligation de protéger l'information confidentielle peut encourager vos clients à partager toute l'information requise. N'oubliez pas, à moins de consentement formel, vous ne pouvez pas partager les informations que vous avez obtenues sur l'un des conjoints à l'autre conjoint. Et si jamais vous ne croyez pas pouvoir servir un couple de clients de façon indépendante, vous devez être transparent et diriger l'un ou l'autre, ou les deux, vers un autre professionnel. Joanne Leblanc, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Quel est votre rôle exactement et quel genre de clientèle vous rencontrez? En fait, je suis conseillère budgétaire pour Options consommateurs. Notre clientèle est très diversifiée. Ça va aller de la personne qui veut apprendre à faire un budget, se prendre en main. Puis, ça peut être aussi des personnes qui vivent des changements dans leur vie, qui ont besoin de faire une révision, puis d'acquérir des nouvelles connaissances, soit pour régler une situation d'endettement ou soit dans le but de réaliser des projets. Est-ce que vous voyez souvent des situations où la femme est à risque de se retrouver sans le sou à la retraite? Beaucoup des femmes monoparentales qui ont eu à s'occuper des enfants, des personnes qui vont prendre conscience aussi de leur situation de vulnérabilité financière, c'est avant ou après une séparation, qui font face à des situations d'endettement. On peut rencontrer des femmes qui ont adopté un style de gestion de finances personnelles qui ne les sert pas bien. Et c'est pas toujours intentionnel. Ça va aussi avec un manque de connaissances, un manque d'information. On est là pour ça, pour donner de l'information. Ça peut venir aussi avec des croyances limitatives aussi par rapport à certaines façons de percevoir ou de voir la gestion des finances personnelles. Comme quoi, par exemple? Par exemple, ça peut être une question de, moi, je suis une femme indépendante, je veux payer la moitié de toutes les dépenses. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. Je veux faire ma part. Mais quand il y a une iniquité au niveau des revenus, évidemment, ça peut causer certains problèmes où on peut se retrouver dans une situation où la femme va dépenser l'entièreté de son budget pour les dépenses familiales, ce qui ne sera pas le cas de monsieur. Alors là, on voit tout de suite une difficulté pour le futur. Si vous rencontrez un couple, là, puis vous voyez ces inégalités-là, c'est quand même délicat. Hein? Comment on fait pour aborder ce sujet-là sans créer de malaise? Tout d'abord, moi, je travaille avec une grille budgétaire. Donc, il y a des chiffres qui sont là, il y a des tableaux, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Moi, mon rôle, c'est de mettre de la lumière sur les petites zones d'ombre et d'aborder la question avec honnêteté, puis de voir aussi l'impact des choix qui sont présents. Alors, si je constate que madame dépense 80% de son revenu aux dépenses familiales, puis qu'il y a très, très peu d'espace, très, très peu de marge de manœuvre pour elle et pour ses besoins futurs, et que ce n'est pas le cas de monsieur, si monsieur ne dépense, par exemple, que 50% de son revenu, je vais aborder la question avec franchise. L'objectif, les gens, quand ils viennent me voir, c'est pour le budget.
Je me doute bien que c'est pas à ça qu'ils ont pensé au moment où ils sont venus me rencontrer. Mais mon rôle à moi, c'est de semer des petites graines, mettre de la lumière sur ces zones d'ombre-là. C'est pas le temps dans la consultation budgétaire nécessairement de parler de ça pendant 1 heure de temps, mais la réflexion est lancée. Je me doute bien qu'au retour à la maison, il risque d'y avoir un peu de discussion. C'est très important pour moi d'aller dans le non-jugement. Peu importe les informations que je vais recevoir, je suis pas là pour les juger. Fait que ça favorise la confiance des personnes aussi pour me donner un maximum d'informations que je vais pouvoir traiter en conséquence pour pouvoir mieux les aider. La non-directivité, c'est très important de respecter les valeurs de la personne puis d'être conscient de où est-ce que la personne se situe. Moi, je suis pas là pour la diriger. Si la personne elle fait ses choix par elle-même, ça va être beaucoup plus facile pour elle de maintenir et de perdurer dans le temps. Il faut l'amener à trouver sa solution. Exactement. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'une conversation que vous avez eue? Oui, tout à fait. Je vais changer des petits détails, parce que soyez assurés que les gens qui viennent dans notre bureau, c'est de l'information qui est confidentielle. Je me rappelle d'une dame qui est dans la fin quarantaine, début cinquantaine, qui n'a pas eu le choix de faire une réorientation de carrière, qui a décidé de retourner aux études. Au moment où elle a reçu son prêt bourse du gouvernement, elle vivait avec un conjoint qui a vidé son compte de banque puis qui est parti avec l'argent qui était là. Son objectif à elle, c'était de pouvoir rembourser la dette qu'elle a acquise avec le gouvernement. À travers ça, moi, je vais cibler ses besoins immédiats, je vais respecter son mandat, mais je vais essayer de voir aussi les besoins sous-jacents qui sont là. En faisant le budget, je me rends compte qu'il y a une grande part de ses revenus qui sont consacrés à l'alimentation. Si on veut se donner de la marge de manœuvre pour pouvoir rééquilibrer le budget puis atteindre son objectif de rembourser, on n'a pas le choix d'aller réviser un petit peu ça. Je vais être dans la non-directivité et je veux comprendre comment ça se fait qu'elle dépense autant. Alors, j'apprends que la dame, à tous les dimanches, elle fait un repas dominical avec ses enfants, leurs conjoints-conjointes et les petits-enfants. Pour elle, derrière ça, quel est son besoin? Elle a un besoin de reliance avec ses enfants, c'est normal. Puis elle a une pensée que elle, c'est la rassembleuse, la famille. C'est son rôle à elle de faire ça. On s'entend que dans le contexte où un monsieur vient de partir en vidant son compte de banque, moi, je suis rassurée de savoir que elle a une famille, qu'elle a des alliés autour d'elle qui vont prendre soin d'elle. L'idée, c'est pas de couper ce repas-là et ce besoin de reliance avec sa famille. C'est de voir comment on peut faire les choses autrement. Commencez à partir de son budget. C'est elle-même qui va déterminer si vous voulez respecter votre objectif, combien vous voulez dépenser chaque dimanche pour l'alimentation, pour ce repas-là. Puis, je vais m'assurer aussi de comprendre est-ce que cette personne-là connaît ses droits par rapport à l'acte qui a été commis. Je vais la référer aux organismes concernés qui peuvent lui donner de l'information juridique par rapport à ses droits. Au passage, j'ai remarqué que la dame avait aucune économie pour sa retraite. Alors, je vais la sensibiliser. Quand ça va être possible pour vous, ça serait important que vous reveniez nous voir ou que vous organisiez votre budget de manière à pouvoir mettre un peu de sous de côté. Merci. Bienvenue. Comme on peut le voir, un conseiller est bien placé pour faire en sorte que l'amour et l'argent puissent faire bon ménage. Pour soutenir le travail de ses membres, la CSF a publié l'outil « Accompagner les couples dans la gestion de leurs finances », qui contient une foule d'informations utiles et continue de recueillir des données pour les guider. C'est à consulter en tout temps dans la section « Info déonto » du site Web de la Chambre. Je me nomme Élise Marquis. Je me suis entretenue avec Joanne Leblanc, conseillère budgétaire chez Options Consommateurs, et Hélène Bello, sociologue et professeure titulaire au Centre Urbanisation, Culture et Société de l'INRS et titulaire de la chaire Argent, Inégalité et Société. Ce balado est une production de la Chambre de la Sécurité financière. Création, Coyote Audio. Captation et mixage, Underground. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous à chambresf.com/balado.